bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver. Vous regardez le point sur l'actualité. Vous êtes bien sûr sur For You Media Africa. Et bien, ce soir, on va parler du Burkina Faso, du moins, l'actualité de ce côté-là. On parlera en deux points. D'abord, la CEDEAO huée, la Russie applaudit. Est-ce que le message du peuple est clair? En tout cas, c'est l'interrogation majeure. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté, on le rappelle, dans la capitale du Burkina contre cette visite visant à évaluer la situation quelques jours après seulement le coup de force mené par le capitaine Ibrahim Traoré qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, brandissant donc des drapeaux russes et criant des slogans à la gloire de Moscou. Les manifestantes afficher leur hostilité à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien sûr aussi à la France. France dégage non à l'ingérence de la CEDEAO. Ensemble, disons non à la France, ou encore vive la coopération Russie-Burkina. Pouvait-on entendre justement dans la foule rassemblée sur l'avenue menant à la présidence? Comment comprendre cette hostilité de la population vis-à-vis de l'instance sous-régionale? Quelle analyse faire de l'appel lancé à la faveur d'une coopération entre Moscou et Ouagadougou? Mais avant, justement, on va aborder un autre point toujours dans le cadre de cette édition. Et cette fois-ci, on parlera de cette autre mise en garde de Washington contre les nouvelles autorités du Burkina Faso. Eh bien, Washington met en garde les autorités du Burkina contre le groupe Wagner. Eh bien, selon ces derniers-là, les États-Unis ont mis en garde le pouvoir militaire en place du côté du Burkina Faso contre les risques d'une alliance avec Moscou, la Russie, et bien sûr contre précisément les instructeurs russes, ce que cela appelle de ce côté-là les paramilitaires Wagner. Donc, on reviendra d'abord sur cet avertissement ou cet appel de Washington contre les nouvelles autorités burkinabées. Plateau, Jonathan Batengene avec nous ce soir, consultant permanent dans le cadre de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Tombesike, bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes convaincus et convaincants que vous êtes, particulièrement tous ceux qui nous écoutent depuis le Burkina Faso, le Mali et dans la région sahélienne. Le Sahel qui se poursuit jusqu'aux portes du Cameroun avec la ville de Bertoua qui est la porte d'entrée dans le Sahel camerounais. Là, nous saluons particulièrement tous les fans de la télévision For You Media, Monsieur Wakili Daïrou, qui nous écoute tous les jours. Et il nous a d'ailleurs rappelé que pendant que d'autres regardent la Champions League, eux, ils regardent les débats panafricains. Bonsoir à tous les techniciens, à tout le personnel For You, à la direction générale, ainsi qu'aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Un petit coup de gueule. Nous demandons encore incessamment la libération de notre sœur, la grande combattante, celle qui est le véritable auteur, le héros d'Abidjan de la revalorisation des salaires en Côte d'Ivoire, Edith Pulchéry-Ballet. Nous demandons sa libération sans condition parce que cette dame a été embastillée par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, qui l'accuse de complot alors que cette dame n'a fait qu'apporter la lumière sur une affaire de mercenariat qui jette la honte et le discrédit sur ce pays des hommes intègres qu'est la Côte d'Ivoire. Nous savons que le peuple fort, le peuple fier, le peuple frère de Côte d'Ivoire est en train de réserver une surprise à M. Dramane Ouattara. Nous espérons que ça sera dans les très prochains jours. Parce que ce dernier tremble.
Et les signaux de sa défaite sont déjà visibles à ce que nous entendons, au son, aux sirènes qui résonnent dans son pays. Nous savons qu'il est sur la porte de départ. Qu'il ne soit pas pressé. Ces analystes disent que tout ce qui se fait aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ne se fait que pour lui. Eh bien, nous leur disons, vous avez raison. Mais ça ne se fait pas avec des mercenaires. Il n'y aura pas une rébellion en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont trouvé des armes à Korogo. Les armes, les panafricanistes n'en fabriquent pas et ne les utilisent pas. Il n'y a que la jeune française qui utilise cela. Donc, c'est vos plans avec la jeune française. Mais le peuple fier, le peuple souverain de Côte d'Ivoire fera le bon travail. Si M. Ouattara veut encore bénéficier d'un peu de crédibilité, qu'il libère incessamment Madame Edith Puchéry-Ballay. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Eh bien, on va également discuter ce soir avec un autre activiste panafricain. Il s'agit de Guissou Boris Bobo. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Allô? Est-ce que monsieur Boris Bobo est avec nous depuis le Burkina Faso? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir en tout cas. Merci. Merci d'être là, monsieur Boris Bobo. Eh bien, on va commencer notre débat. Je vais commencer par vous, Jonathan Batenguene. En ce qui concerne cette actualité, on parle bien sûr du Burkina Faso, mais on va commencer par cet autre point. On parle du coup d'État et à la suite de ce coup d'État, on sait que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a donc pris le pouvoir. Il a renversé le lieutenant-colonel Damiba. Eh bien, Washington a fait une sortie. Et Washington met en garde donc les nouvelles autorités du côté du Burkina Faso contre une quelconque alliance avec Moscou. Comment est-ce que vous analysez cette sortie des États-Unis? Madame Doumbesike, vous savez, nous sommes quelque part où les choses se passent comme dans un cartoon. Vous savez, il y a ces chaînes de télévision pour enfants et il y a beaucoup de rigolade dans ces dessins animés. Mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Parce que les Simpsons, par exemple, quand vous les regardez, c'est un peu de la blague, mais il y avait beaucoup de sérieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que les cartoons sont faits sur le modèle de la symbolique. Et la symbolique est l'élément qui fait même la vigueur du jeu politique. Et que dit la symbolique? En fait, Washington fait un test. Un test, pourquoi? Washington s'est rendu compte que son sous-préfet, qui avait été désigné comme le gendarme de l'Afrique au sortir pendant la première guerre froide, ou bien pendant la guerre froide, la France a perdu pied, a perdu toute influence sur les pays d'Afrique francophone. Washington se dit que dans une telle condition, dans une telle situation, ce qui aurait été bien, c'est de voir une puissance satellite secondaire du bloc de l'OTAN prendre le contrôle. Cependant, quand ils jettent un regard panoramique, il se trouve que il n'y a pas d'autre force capable de jouer ce rôle. Washington se dit, ce n'est peut-être pas mon précaré, mais nous sommes l'ex-superpuissance mondiale. Il faut dire les choses comme ça. L'ex-hyperpuissance mondiale, l'hyperpuissance sortante. Le bloc hégémonique sortant. Et en tant que leader de ce bloc, nous devons tenter un coup dans l'ancienne sphère d'influence de la France. Mais c'est aussi une reconnaissance. C'est une reconnaissance que la France a totalement perdue dans le bloc des pays francophones. C'est une reconnaissance que les États-Unis sont conscients que la balance a changé, que les Africains ont pris leur historicité en main. Et c'est le moment de tenter, du point de vue symbolique, un coup.
ils ne le sont pas leur première expérience. Ils ont commencé pendant la session de tentative d'isolation de la Russie, ou d'isolement de la Russie. Oui. Dans cette tentative, c'était au mois de mars, ils ont commencé par un premier vote contre la Russie. Il y a eu des abstentions. Au niveau de la des Nations Unies. Oui. Il y a eu des abstentions africaines. Il y a eu des votes contre. Oui. Ils ont menacé les pays qui avaient voté contre. On parle même d'une loi qui serait votée au niveau du Congrès. Nous allons remonter. Oui. Ils ont menacé ces pays-là de représailles. Le mot est fort. Représailles. C'est-à-dire une répression en vue de répondre à certains actes. Et les fameuses représailles, ils n'ont pas dit quel en était le contenu. Oui. Cependant, nous restons toujours curieux. Quoique, dans l'une des réponses diplomatiques que l'Afrique avait faites aux États-Unis, c'était que l'Afrique souhaitait garder son statut de neutralité. Cependant, il y a des États en Afrique qui ne sont pas restés neutres et qui ne sont pas neutres. Il y a des pays qui n'hésitent pas à montrer leur rapprochement vis-à-vis de la Russie. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la RCA, c'est le cas de l'Éthiopie, c'est le cas aujourd'hui du Cameroun, qui pendant la période de tentative d'isolement de la Russie est allé signer un accord de coopération avec justement la Russie. Oui. C'est le cas également du Burundi. Donc les États-Unis ont senti qu'il y avait quelque chose qui leur échappe. Et ils ont regardé. Pourquoi ils n'ont pas adopté de représailles? Parce que d'abord les AGOA, qui était l'accord qui aurait pu permettre aux États-Unis de créer un lien économique avec l'Afrique, n'ont jamais véritablement permis de créer cette situation-là. Les AGOA étaient tellement défavorables, et d'ailleurs les produits africains sont très moins prisés sur le marché états-unien, du point des produits manufacturiers, oui, que s'ils y arrivent, c'est à compte-gouttes. Donc les Africains n'ont aucun intérêt véritable à accélérer leur rapport économique avec les États-Unis. Et les États-Unis réciproquement vendent des produits tellement haut de gamme et inadaptés au marché africain. Par exemple, quand vous regardez la norme états-unienne, qui est différente de la norme européenne, qui est plus en vigueur en Afrique, cette incompatibilité fait que les produits états-uniens sont aussi très peu consommés en Afrique. Donc les AGOA, du fait d'un ensemble d'éléments structurels, ne pouvaient pas faciliter cette coopération. Du coup, les États-Unis n'ont rien en leur possession, y compris l'argument de la répression monétaire. Qui peut être brandi par la France plutôt. Tout à fait, pas l'Europe. Par l'Europe. La France même, elle-même n'a plus les arguments de cette répression monétaire parce que de plus en plus, les États africains veulent se détacher de ce lien tout à fait dangereux pour leurs économies avec la France. Donc, la France, c'est même resté le seul lien qui l'unit profondément avec 14 économies d'Afrique. Donc, si la France se coupait seulement un seul jour d'un des pays qui constitue le bloc de ceux qui lui permettent d'exister de ce point de vue-là, la France ouvrirait une fenêtre qui finalement se refermerait avec zéro. Donc, pour revenir aux États-Unis, l'incapacité à poser des représailles vient d'abord du faible niveau de coopération économique. Maintenant, les États-Unis testent une chose, le coup du bluff dans la théorie du jeu, qui est une théorie, vous maîtrisez bien, Madame Sikindoumbé. Dans la théorie du jeu, le coup du bluff, c'est celui qui dit « je vais foncer avec la voiture sur le pont, même si l'autre en face sera irrationnel. Oui. Et on verra bien s'il va s'arrêter. » Pourquoi les États-Unis jouent au bluff? Ils jouent au bluff parce que sachant qu'ils n'ont aucun moyen, mécanisme économique de répression en Afrique, ils peuvent au moins menacer ces États de frappe militaire. C'est le seul argument qui reste aux États-Unis. Mais regardez pourquoi c'est un bluff. C'est un bluff parce que même si les États-Unis se considèrent comme l'hyperpuissance, l'attrition subie par les forces états-uniennes au Moyen-Orient
parce que là-bas, à Deir ez-Zor, au niveau en Irak, ils sont harcelés tous les jours par les gardiens de la révolution. En Afghanistan, ils essayent de revenir. Oui. Au niveau de Taïwan, ils doivent soutenir l'effort de guerre contre la Chine. Au niveau de la Corée du Sud, ils doivent soutenir l'effort de guerre contre la Corée du Nord. Au niveau de l'Ukraine, ils doivent soutenir l'effort de guerre contre la Russie. Et au niveau de l'Europe, où ils ont renforcé leur personnel militaire, ils doivent soutenir leur appui et rassurer les Européens de ce qu'ils sont capables de les appuyer. Donc, même dans l'hypothèse d'un déploiement, c'est un coup de bluff. Et c'est encore un coup de bluff quand on se souvient du fiasco de Mogadiscio. Lorsque les États-Unis ont perdu leurs troupes en voulant aller jouer les oncles Sam, les Rambo, sur le territoire de la Somalie. Donc les États-Unis sont dans un coup de bluff. Les États-Unis sont dans une tentative symbolique de s'imposer par la force en Afrique. Et c'est pourquoi notre posture, nous disons aux autorités de Bamako, restez de Ouagadougou, restez lucides. Nous avons fait une communication sur Twitter où nous disons, comme la France a subi une humiliation au Mali, les États-Unis sont en passe eux-mêmes de subir la même humiliation à Ouagadougou. C'est-à-dire, l'humiliation de Ouagadougou sera 2 fois supérieure à celle de Bamako. Merci à vous, Jonathan Batenguini. Je vous retrouve, Boris Bobo, pour la suite. Vous êtes du côté, justement, du Burkina Faso. On a vu, lors de ces manifestations, on a brandi, justement, les drapeaux russes. On a brandi également d'autres slogans, non à la France. Eh bien, il y a les États-Unis qui font donc cette sortie. On sait qu'à côté, il y a le Mali, il y a la Guinée, ces pays-là qui se rapprochent de plus en plus de Moscou. Quelle est votre grille de lecture aujourd'hui après cette sortie de Washington? Je vais d'abord vous saluer parce que je ne vous ai pas salué comme il se devait. Et je profite de saluer mon panéliste, c'est-à-dire M. Jonathan. C'est encore un honneur aujourd'hui de partager le plateau avec nous. Je profite de saluer mon cher ami Bachir en même temps. Et on a vu des drapeaux russes lors des manifestations depuis longtemps. Parce qu'à un certain moment, quand tu te débats pour échapper à un certain ennemi, et s'il y a un qui t'offre son toit, et ce n'est pas de mauvaise guerre. Aujourd'hui, si les États-Unis montent au créneau contre et en menaçant le pouvoir du président Ibrahim Traoré, ce n'est pas étonnant pour quelqu'un qui a une certaine lucidité. Souvent, on tient à accuser la France, mais la France n'est qu'un paillasson peut-être des États-Unis. Si on revient à la crise libyenne où on a complètement bombardé et le peuple libyen avec notre noble guide, et c'est l'OTAN. Au-dessus de l'OTAN, il y a un général américain toujours. Et Sarkozy certes a joué un grand rôle, mais je crois que les États-Unis ont joué un rôle encore plus grand. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un que depuis un certain moment, avec Afrique comme les États-Unis tentent à recoloniser les anciennes colonies françaises parce qu'elles voient que la France est en perte de vitesse totale. Donc, aujourd'hui, ça nous étonne pas qu'ils montent au créneau. Parce que qui dit France, qui dit CEDEAO, qui dit Union européenne, tous ces trucs sont sous la tutelle des États-Unis. Mais monsieur Boris Bobo, est-ce que vous, en tant qu'activiste panafricain, vous êtes justement au Burkina Faso, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait recul? Est-ce que vous craignez quand même des représailles de Washington contre ce nouveau pouvoir? Et je crois qu'on arrive à un certain niveau où la crainte est certes réelle, mais ce n'est pas une crainte qui va arrêter et le réveil panafricain qui vient d'avoir lieu à Ouagadougou et partout en Afrique ces derniers temps-ci. Certes, si le pouvoir part dans le sens contraire, nous aurons peut-être des sanctions. Mais je pense que ces sanctions sont à assumer pour un lendemain meilleur, pour une Afrique meilleure. Nous sommes en pleine guerre géopolitique où
il y a une hégémonie américaine qui est en train de perdre de la vitesse pour un monde beaucoup plus multipolaire. Et je crois que les Africains doivent profiter de cela pour aller à un certain niveau et de dignité, de liberté et d'indépendance face à tout le monde entier. Merci à vous, Jonathan Batengeni. Alors, on craint des représailles de Washington, c'est vrai, les activistes, tout comme les panafricains, parce que ça ne concerne pas seulement la population du Burkina Faso, mais est-ce qu'on doit craindre ce type d'avertissement quand même, qui n'est pas fait de manière anodine? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette sortie de Washington devrait interpeller quand même les Africains. Est-ce qu'on doit craindre quelque chose? Madame Doumbé-Sike, sommes-nous les propriétés des États-Unis? C'est la question, mais c'est la première question. C'est du bluff. C'est du bluff. Les États-Unis, les États-Unis, si Ouagadougou obéit à cette mise en garde, Ouagadougou donne un contenu à ce bluff. C'est justement ça l'enjeu. Les États-Unis tentent quelque chose qu'ils savent que ce n'est même pas logique. C'est contraire au droit international. Les États-Unis intervenir dans plusieurs pays africains alors qu'ils n'avaient même pas de mandat. C'est-à-dire que pour leurs propres intérêts, ils ont violé certaines règles ou lois internationales. Est-ce que ça ne pourrait pas être le cas pour protéger leurs intérêts au Burkina Faso? Oui, on les a aussi vus fuir ces pays. On les a vus fuir la Somalie. On les a vus fuir l'Afghanistan. On les a vus fuir le Vietnam. Les États-Unis ne sont pas imbattables. C'est du bluff. C'est un acte d'abord du point de vue du droit international qui n'a aucun contenu légal. Même si le droit international est d'abord, nous le disons toujours, une arme diplomatique des États-Unis, parce que c'est Woodrow Wilson qui vient avec ses points en 1919 sur la table en Europe. Le droit international ne confère pas aux États-Unis une capacité de dicter les positions, la coopération d'un État. C'est illégal. Premier point, principe. Deuxième, la conjoncture internationale. Nous avons cité les points de tension où les États-Unis sont déjà étirés. Ils n'ont plus la capacité de déployer autant de forces sur un terrain, surtout que ils n'affronteront pas un seul pays. Madame Doumbé, ne leurrons pas. Le panafricanisme ne s'arrête pas au Burkina Faso. Ce n'est pas un point localisé de tension. Cette tension est rampante dans 54 pays africains. 54 pays. Notre frère Souleymane Hamza, la semaine dernière, nous faisait la confidence que c'est depuis l'Érythrée qui suivait les émissions de For You Media. Tout à fait. Et en Érythrée, moi je lis les commentaires. En Érythrée, il y a des personnes qui disent « Je vous salue depuis l'Érythrée ». Madame Doumbé, nous sommes dans 54 pays africains, y compris nos diasporas. Les États-Unis ne peuvent pas faire ce genre de guerre. Même si après, c'est les politiques qui décident aussi. Nous n'avons pas peur de le leur dire. Les bergers afghans les ont chassés. Les jeunes drogués de Somalie les ont chassés. Les États-Unis n'ont aucune capacité de s'en sortir avec 54 pays africains. Ils n'affronteront pas l'armée burkinabé. Ils affronteront un peuple. C'est ça la réalité. La dynamique géopolitique actuelle portée par le panafricanisme n'est pas une dynamique élitiste. Encore moins une dynamique qui se limite à un État. C'est une dynamique collective, populaire, démocratique. Ça veut dire que la résistance dans laquelle que les États-Unis vont connaître sur le terrain sera une résistance qui partira du golfe de Guinée jusqu'au golfe d'Aden, qui partira du Caire jusqu'au Cap. Exactement ce qu'auraient rêvé les colons quand ils venaient avant 1885 dans leur entreprise macabre. Le panafricanisme a réussi à se déployer sur l'ensemble du continent. Ce serait une guerre totale contre les États-Unis et ses alliés. Et ça,
c'est un mauvais signal. Parce que le seul point de ravitaillement de l'Occident, c'est l'Afrique. Son seul véritable point de ravitaillement actuel, c'est l'Afrique. Perturber le ravitaillement de l'Europe à partir de l'Occident à partir de l'Afrique, c'est livrer l'Occident à un suicide collectif. Plus rapide que ce qui se fait en Ukraine. C'est ça les vrais enjeux. Ne perdons pas notre puissance actuelle. Nous avons tellement de puissance que c'est du bluff ce que fait ce petit fonctionnaire de la République des États-Unis. Une république, entre autres, qui s'est octroyé trop de pouvoir à cause de la colonisation et de l'impérialisme occidental. Revenons maintenant à leur loi tout à fait illégale du point de vue du droit international. Parler de la loi qui prévoit sanctionner les États africains. Tout à fait. Voilà, ça va justement dans la même... Vous avez vu qu'ils ont dit que ceux qui vont encore acheter les produits à la Russie seront sanctionnés. Le Mali a acheté. Les États-Unis ne voient pas ça. En tout cas, pour le moment, on n'a pas eu de déclaration officielle. Ils ne peuvent rien faire. Le Cameroun va recevoir du matériel dans les jours prochains. Ils ne sont pas au courant de ça. Leur ambassade n'est pas à Yaoundé. On a aussi eu cet appel, hein, cette discussion téléphonique entre justement le président Assimi Goïta et il ira même il est même invité pour le prochain sommet Russie-Afrique. Les États-Unis ne savent pas ça. Madame Doumbé, il est temps de dire aux petits fonctionnaires de Washington que l'époque du bluff est passée. L'époque du monde unipolaire où l'hyperpuissance états-unienne dans sa compétition avec l'hyperpuissance soviétique est révolue. Nous sommes en train d'entrer dans le multilatéralisme. Une époque où chaque peuple apporte quelque chose au rendez-vous du donner et du recevoir. Et les peuples africains dans ce rendez-vous pèsent plus que les États-Unis. Si les États-Unis veulent l'uranium, il faut que le Congo leur en donne ou leur en vende. Vous voulez qu'on perturbe la chaîne d'approvisionnement du Congo? C'est ça les conséquences. Si les États-Unis veulent rester dans la compétition avec la Chine, il faut que beaucoup de minerais partent d'Afrique. Vous voulez que ces chaînes soient perturbées. Une petite fonctionnaire du State Department a demandé que l'Algérie soit sanctionnée. Vous avez vu Joe Biden monter sur ses grands chevaux pour le faire? Au contraire, il y a 2 jours, un responsable de l'ambassade des États-Unis, responsable culturel, non, en charge des culturels, est allé voir les industries innovantes. Et il a pondu un communiqué suivant lequel ils sont prêts à accompagner l'Algérie. Les mêmes gens qui ont voté leur loi qui sont des coups de bluff, ils sont allés hier, ils ont publié un communiqué en disant le Mali qui travaille justement avec, ils aiment trop l'artiste Wagner. Le groupe Wagner. Siwa Security. Ils disent que le Mali, celui qui travaille avec la Russie, vraiment, ils vont le sanctionner. Hier, ils ont communiqué qu'ils sont prêts encore à débloquer plus de 100 milliards de francs CFA pour le Mali. Vous voyez que c'est un pays qui est vraiment dans une dynamique d'affrontement de la Russie en Afrique. La rivalité, c'est le temps de le dire, à Washington et à ses larbins. La rivalité entre Washington et la Russie se limite en Europe de l'Est. Ça ne se poursuit pas sur le continent africain. En Afrique, nous n'avons aucun problème avec Poutine, aucun problème avec Washington pour l'instant. Mais nous savons que Washington est l'allié de Paris. Donc, les ambitions impérialistes de Paris et la logique néocolonialiste que Paris a développée en Afrique francophone, ça rejaillit sur la perception que nous avons des États-Unis. Si les États-Unis veulent à tout prix nous avoir comme adversaires, ils nous auront comme adversaires ultimes. Nous leur ferons la bataille comme nous l'avons fait à la France. Voilà. Il faut que les Africains le sachent. Il faut surtout que les autorités de Ouagadougou ne ploient pas le genou. Restez fortes. C'est votre détermination. C'est votre audace.
C'est votre capacité à anticiper, affronter l'adversité qui vont faire que ces gens vont nous respecter. Partenariat avec la Russie, ça ne dépend que d'une chose, le souverain. En relation internationale, c'est une rencontre de souverains. Or, le souverain dans un pays, c'est le peuple. Si le peuple du Burkina Faso demande la relation avec la Russie, le gouvernant qui incarne la souveraineté devrait écouter le peuple et devrait nouer des relations avec la Russie. Si Washington n'est pas d'accord, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à enlever leur ambassade parce qu'il y a des mesures diplomatiques. À titre de protestation, ils n'ont qu'à rappeler leur ambassade. Le Burkina fera pareil. Et quand ils auront digéré le geste, ils pourront renvoyer leur ambassade. Mais nous, ils ne choisissent pas les partenaires du Burkina Faso. Merci une fois de plus à vous, Jonathan Batenguine. Avant de vous retrouver une fois de plus, Monsieur Bobo, on va aller au standard. On a Monsieur Jean depuis les États-Unis qui y est depuis quelques minutes déjà. Bonsoir, bienvenue Monsieur Jean, merci de nous retrouver. Bonsoir, Madame Siké Doumbé. Vous m'entendez très bien? Très bien, très très bien. Merci. Je salue vos techniciens, je salue vos invités, Jonathan et Boris. Soyez tous salués et soyez plus éclairés pour nourrir la jeunesse africaine qui attend de bons laits de ces désignés célestes. Et Doumbé, vous savez, cette intimidation de soi-disant américains, il faut d'abord comprendre l'État qu'on appelle Amérique. Nous qui sommes des Noirs ici, vous savez comment est-ce que nous sommes stigmatisés? Quand on a quitté, il y a des étapes, bien sûr, franchies jusqu'à la dernière étape aujourd'hui, sur les dossiers, même de nos enfants, même de Obama, c'est quoi? C'est quand on dit la race, on dit africain-américain. Il y a les latino-américains. Les Européens, on ne les appelle jamais les zéro-américains, mais des blancs. Alors, voyant déjà le cadre dans lequel nous sommes et l'idée qui accompagne, qui sous-tend cela, nous comprenons très bien que même les Noirs, même les Africains, qu'on appelle Africains-Américains, qui sont utilisés par ces Européens, qui déjà se voient comme le maître de cette terre américaine, ces Noirs-là sont utilisés. C'est pourquoi c'est ridicule des fois quand je vois certains Noirs dire des choses pour dire oui, Américains, c'est ridicule. Ils ne savent pas dans quelle peau ils sont. L'Afrique doit être, l'Afrique est la terre-mère. C'est comme ça que nous l'appelons ici. La terre-mère de toutes les terres. Ce n'est pas l'Amérique, soi-disant, ce qu'on appelle Amérique, qui a le droit sur le continent africain. Non, soyons clairs, soyons quand même honnêtes. On n'a pas d'antenne. Quand même, nous allons dire quelque peu de choses. Ne vous fiez pas, mais soyez vigilants. Parce qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Ils sont sur le mauvais chemin. Nous, les Africains, nous sommes sur le droit chemin. Nous défendons notre dignité et nous devons la défendre jusqu'au sang. Comme nous avions, il avait le féminin aujourd'hui. Ce qu'ils avaient subi, tout doit être payé. Voilà, c'est pour cela que l'Afrique est éveillée tellement que partout où nous sommes, nous ne voulons plus avoir cette intimidation-là. Laissez-les. Laissez ces clics-là. Que le Burkina se rende et suive son chemin. Pourquoi nous parlons de la Russie? D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Le Togo. Parmi tant d'autres. Je vais seulement donner un exemple. Le premier président togolais, Sylvain Olympio, a été tué précisément le 13 janvier 1963 dans l'enceinte de l'ambassade de l'Amérique au Togo. Par le général, par un gendarme français qu'on appelle Georges Métrier. Depuis des années, plus de 50 ans déjà, on demande que cela soit éclairé. Jamais on n'a pas informé les Togolais comment est-ce que le président a été tué. Alors, si un État comme ça, on a tué un président dans son ambassade qui ne se permet pas
qui ne peut pas dire la vérité aux citoyens togolais et africains, mais il y a quand même des doutes. Il y a des doutes sur leur confiance. Alors, maintenant, pour revenir aux choses, à un autre point, parce qu'on n'a pas assez d'antenne, la Russie et l'Afrique, pourquoi aujourd'hui les Africains doivent aller avec la Russie? Parce que la Russie défend son humanité. La Russie défend ses droits. La Russie a les nécessaires. C'est pour cela que les sanctions qu'on emploie contre la Russie se retournent contre eux parce qu'ils dépendent de la Russie. Ils dépendent de la Russie. Donc la Russie n'a rien à envier. La Russie protège. De la même manière que les Africains doivent protéger leurs terres remplies de ce que Dieu leur a donné, comme qu'ils soient gardiens de cela. Alors, nous devons aller avec la Russie pour défendre aussi nos terres. Parce que ce sont nos terres que ceux-là pillent, déchirent, violent. C'est un péché qu'ils doivent réparer. Alors, je m'arrête là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si nous sommes arrivés à ce point, c'est parce que l'eau a déjà atteint et l'heure est déjà au niveau de la bouche pour eux. Ils vont se noyer. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci à vous, Monsieur Jean, qui nous appelait justement depuis les États-Unis. Merci d'être passé par ici, Monsieur Jean. On va rester au standard. Qu'est-ce qu'on fait, la réalisation? D'accord, on va rester au standard. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Ok, bonsoir ma soeur, bonsoir tout le monde sur le plateau, bonsoir l'Afrique. Alors, la déclaration des États-Unis, c'est une déclaration de guerre que les États-Unis prônent envers l'Afrique. Parce que les États-Unis, tous nos chefs d'État africains qui ont été assassinés, on a une fois vu les États-Unis mener enquête pour savoir qui a assassiné nos chefs d'État. Les Noirs qui se font massacrer par les terroristes dans le Sahel. On a une fois entendu les États-Unis mettre même, comment on appelle ça, envoyer leurs militaires ou bien faire enquête sur ces terroristes, d'où ils viennent, pourquoi ils assassinent les Noirs. Mais les États-Unis, bouche cousue, yeux voient, bouche parle pas. Aujourd'hui, les Burkinabés veulent s'enfranchir. Les Burkinabés veulent aussi être hommes comme les États-Unis. Et puis qu'ils sachent, Biden, que son élection là, il y a aussi des Noirs qui l'ont élu. Qu'il lâche les Noirs tranquilles. Parce que l'Afrique n'a pas été colonisée par les Américains, que je sache. Si lui colonise l'Europe, mais l'Afrique n'a pas été colonisée par les Européens. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, on voit maintenant leur complot. Nous sommes indépendants ou pas, on a eu notre indépendance ou pas. L'Afrique a le droit comment on appelle ça? L'Afrique a le droit d'aller vers le partenaire qui lui convient. Pourquoi s'en priver? C'est quoi cette histoire-là? Donc ça veut dire, nous là, nous sommes des esclaves jusqu'à la fin des temps. On va être esclaves de ces gens. On n'a pas le droit de s'affranchir. On n'a pas le droit d'être indépendant. On n'a pas le droit de vivre comme eux. On n'a pas le droit d'être heureux dans notre vie. Il faut que nous soyons leurs esclaves. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu vas vers telle chose comme partenaire, tu vas nous trouver sur ton chemin. Mais les Noirs qui se font massacrer partout dans le monde, les Noirs qui périssent dans la Méditerranée, on a vu Biden là parler. On l'a vu parler. Parce qu'eux, ils défendent leur intérêt. Mais nous, à quand les Africains vont défendre leur intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis, ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Ils montrent vraiment aux Africains que ce sont eux qui nous mettent dans cette misère. Quand est-ce qu'on va sortir de cette misère? On n'a pas le droit de traiter avec les Russes. On n'a pas le droit d'avoir des partenaires comme d'autres pays. Mais il faut qu'on soit figé avec les Européens ou les Américains ou la France. Par contre, eux, ils traitent avec les Russes. C'est quoi cette histoire-là? Quand j'ai vu ce message, j'ai été outré. Je me dis, mais franchement, et les Africains vont écouter ça.
Trop, c'est trop. On est au 21e siècle. Maintenant, abat ceux qui sont contre nous. Abat les Américains. Abat tous ceux qui sont contre l'Afrique. Et l'Afrique sera devant et ils seront toujours derrière. Je vous remercie. Madame Alice Kouassi depuis la France, merci beaucoup également pour cet appel. On va, en attendant, on va d'abord aller retrouver Monsieur Bobo Boris pour prendre note de ses réactions. Ensuite, on revient du côté du Standard. On nous signale d'autres appelants. Juste le temps de passer également la parole à Monsieur Bobo Boris. Justement, je poursuis avec vous. On reste dans la même dynamique, peut-être cette fois-ci pour parler de cette mission de la CEDEAO qui s'est séjournée justement du côté du Burkina Faso pour prendre le pouls et essayer plus ou moins d'apporter une solution à la situation de ce côté-là. Ce qu'on nous a dit, c'est que la mission reste optimiste. Hein, elle est pleine d'espoir en ce qui concerne la situation au Burkina Faso. Mais on sait également que la population est très hostile à cette mission au Burkina. Elle parle d'ingérence de la CEDEAO. Pourquoi? Bon, et la mission de la CEDEAO qui est venue ici, si on veut bien le dire, bon, comme à l'accoutumée, la CEDEAO aujourd'hui, c'est la CEDEAO de quelques trucs. La CEDEAO de quelques chefs d'État à la solde de Paris. Nous voyons qu'il y a eu même une rencontre à Paris avant ça et leur champion Alassane Ouattara qui justement aussi était de ce côté. Donc cette CEDEAO quand le Mali a voulu prendre une direction de dignité, une direction d'indépendance, une direction d'autodétermination, cette CEDEAO a été celle qui a sanctionné le pouvoir de M. Goïta. Et selon les accords, bon, pas les accords, l'accompagnement, comme l'a dit notre président, bon, puisqu'ils ont voulu faire passer les 7 points réclamés par M. Damiba avant de démissionner comme des accords. Mais le président Ibrahim a bien précisé que c'était des souhaits d'accompagnement pour sa démission. Oui. Dans ces 7 points, nous remarquons qu'il y a un point qui dit que de continuer à collaborer normalement avec la CEDEAO et suivre le processus déjà lancé. Oui. Et suivre le processus déjà lancé, Monsieur Damiba, qui n'était pas seulement pro-français, excusez-moi, mais il avait atteint le niveau de Gaulois, même si on peut le dire, parce qu'il était totalement à la solde des Français. Si ce point a été indiqué là-bas, on sait que c'est pour l'objectif de la France qui parraine la CEDEAO. Donc c'est normal que vous voyez des populations qui sont très énervées de leur arrivée. On sait qu'arriver au Burkina Faso, ils vont essayer de nous lancer dans une aventure où le Burkina va continuer à collaborer avec la France et ensuite organiser des élections qui vont rien nous apporter. C'est dans ce sens-là que vous avez ressenti vraiment un énervement de la rue. Ouais. Et quand ils disent que c'était, je me rappelle plus du mot, satisfaisant ou quoi, ou prometteur, ils ont dit. Oui. Bon, cela jouait la politiquement correcte, la diplomatiquement correcte. Mais nous savons que les négociations sont claires. C'est des négociations de Paris ils ont apporté des négociations de Paris pour qu'on continue à ne pas traiter avec les collaborateurs comme on veut. Et aujourd'hui, je crois que le président qui vient d'arriver nous a demandé d'être dans le calme, de le faire confiance et de le laisser discuter avec eux. Et après, il prendra la direction indépendamment qu'il veut. Donc, cette CEDEAO-là, comme nous la connaissons tous, elle est ennemie des peuples même de la CEDEAO. Donc, oui, mais Monsieur Bobo, qu'est-ce que vous souhaitez justement? On remarque que l'ingérence, nous sommes d'accord là-dessus, lorsqu'on parle de l'ingérence des États occidentaux, la France, les États-Unis, on dénonce cela. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui est une instance sous-régionale ouest-africaine dont le Burkina Faso fait partie, vous, qu'est-ce que vous souhaitez du côté du Burkina Faso? Pas de CEDEAO, pas de France, pas d'États-Unis. Entre vous, comment est-ce que vous souhaitez régler ce problème? Aujourd'hui, le Burkina Faso est arrivé à un niveau où nous risquons de rentrer dans une guerre civile totale.
Et on a un président qui est arrivé par un accompagnement de militaires et de la population qui l'a poussé à prendre le pouvoir. Oui. Et si ce président-là ne réussit pas, dans 3 mois, je peux vous assurer que le Burkina Faso, vous avez vu les Français déjà publier une carte du Burkina totalement rouge. C'est leur rêve dans le Sahel, de pousser tout le Sahel dans une guerre où ils pourront toujours payer. Parce qu'ils savent que dès qu'il y a une certaine organisation sociale très posée, ils vont plier bagage parce que les gens ont quand même les yeux clairs, comme on le dit souvent. Cette organisation de la CEDEAO maintenant, et nous savons que nous allons sûrement la contrer et travailler à ce qu'elle parte. Ici au Burkina Faso, le premier point, comme beaucoup le disent, c'est la sécurité. Il faut que le président qui vient d'arriver, comme lui-même l'a précisé, il faut faire en 3 mois ce qu'on n'a pas pu faire en 8 mois. Il y a un problème sécuritaire grave. Nos grandes villes sont en train d'être entourées. Et il faut qu'au niveau de l'armée, ils se resserrent les coudes, s'entendent sans égoïsme, sans arrogance, pour vraiment sécuriser le pays d'abord. Et ensuite, comme il l'a dit aussi, partout c'est urgent. Ce n'est pas que la sécurité des populations. Il y a l'insécurité alimentaire qui est à nos tous. Parce que les zones sous occupation terroriste sont les zones qui servaient d'un peu de grenier au Burkina Faso. Donc à ce niveau, il faut que le président revoie rapidement. Il faut que le président au niveau social essaye de recadrer. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que depuis 87, c'est-à-dire le décès de notre père à tous dans le panafricanisme, qui n'est d'autre que Sankara, c'est parce qu'il y a eu une désintégration de l'intégrité du Burkina Faso. Donc il faut qu'on retravaille à ce niveau-là pour que le Burkinabé, aujourd'hui vous allez voir que ce soit la société civile, que ce soit les politiciens, et ils sont à l'image des dirigeants de la CEDEAO. Chacun vient, c'est juste pour ses intérêts personnels, pendant que le pays est en train de tomber. Donc il faut que, et à l'instant, le président essaye de travailler à ce niveau pour s'entourer réellement de patriotes et surtout de panafricains pour que le pays puisse être relancé urgemment. Merci à vous, Monsieur Bobo Boris. On va aller une fois de plus au standard, peut-être poursuivre avec ceux-là qui nous y attendent également depuis quelques minutes déjà. On va prendre un... D'accord. Des soucis avec le standard, on y reviendra dans quelques minutes. Vous nous faites ici la réalisation lorsque tout est calé. Donc je vais poursuivre avec vous, Jonathan Bateguini. On sait que Bobo Boris a fait allusion à ces points qui ont été énumérés. Effectivement, on l'a présenté comme l'une des du moins les conditions pour que M. Damiba accepte de quitter le pouvoir. Il nous a donné, du moins, il nous a expliqué exactement ce qu'il en était. Le souhait de M. Damiba était également de respecter le cours, du moins les points qui avaient été arrêtés pour une bonne transition. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la CEDEAO, on sait que la CEDEAO était également engagée dans cette transition? On rappelle également que Washington, lorsque Washington met en garde le nouveau pouvoir du Burkina Faso, il met également en avant le problème du respect de la charte, si je peux le dire comme ça, de la transition. Washington en tant que dans les affaires du Burkina. C'est une anomalie que nous risquons de faire gober à nos téléspectateurs, de croire que Washington, l'Union européenne, ont le droit de s'immiscer dans les affaires internes des pays africains. Mais comment comprendre? Parce que là, Jonathan, justement, vous... Est-ce que vous avez déjà vu... Non, allons-y dans la réciproque. Est-ce que vous avez déjà vu un Africain, un pays africain, s'inquiéter d'un amendement de la Constitution états-unienne? Mais pourquoi nos instances, justement? Parce que l'Union africaine n'a pas réagi après cette sortie américaine. Non, ne parlez pas de ce n'a machin. pas réagi après cette sortie Ne américaine. parlons pas de ce machin. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. L'Union africaine n'a aucune capacité. Et ce n'est pas parce que les Africains ne veulent pas financer l'Union africaine, non.
c'est qu'il existe un business model, rien que la Guinée équatoriale. Quand je dis petite, c'est sans toutefois minimiser le pays. La Guinée équatoriale était prête à déplacer le siège de l'Union africaine sur son territoire et à mettre les finances pour que l'Union africaine fonctionne. La Guinée équatoriale a assez d'argent pour ça. Nous ne parlons pas des propositions d'autres pays. La Libye de Kadhafi avait déjà proposé ça. Mais l'Union européenne a peur qu'un pays africain s'assure de l'autonomie de gestion de l'Union africaine. Et qu'en retour, il n'y aura plus cette relation de commandeur et donc d'assujettissement de l'Union africaine. Donc l'Union africaine, dans le modèle actuel, est une organisation qui est vouée à ne pas défendre les intérêts de l'Afrique. Ne parlons pas de Mahamat Faki, que nous savons être un France-africain de première classe. Il était d'ailleurs celui, quand Macky Sall, qui est un France-africain, un larbin un peu modéré, qui pensait qu'il fallait encore réfléchir avec Zelensky, Mahamat Faki était déjà en train de condamner la Russie. Prenant position pour l'Ukraine. Vous voyez que ce n'est pas une organisation modèle. C'est un business model qui permet à certains chefs d'État d'évacuer de la ressource humaine qui pourrait devenir ennuyeuse. Quand vous avez des hauts fonctionnaires qui lorgnent déjà le pouvoir, on les envoie à l'Union africaine. Quand vous avez quelques hauts fonctionnaires qui deviennent inutiles, on les envoie à l'Union africaine. Nous avons fait l'université. Moi, l'université Douala, vous, l'université Douala de Yaoundé. Avez-vous connu là-bas un programme qui est financé par l'Union africaine? Même dans les universités prestigieuses d'Afrique, ça n'existe pas. C'est une union de noms. Ce n'est pas une organisation pour l'Afrique. Quand vous revenez donc dans la réalité, le droit que s'arroge, parce que c'est une imposture universelle, une imposture historique, que s'arroge l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, dans les problèmes concernant l'Afrique, c'est une situation unique. Unique en son genre. L'Union européenne, les États-Unis, peuvent-ils s'inquiéter de la marche des choses en France? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a cette vieille vision de 1884-1885. Ces gens, se partageant le monde à Berlin, ont cru que Dieu les avait investis d'un pouvoir et d'un droit divin, et que sur la terre, ils sont devenus les représentants ultimes de Dieu, capables de faire des choix à la place des autres peuples et d'imposer ces choix aux autres peuples. Tel est le sens de la loi que les États-Unis ont fait voter à leur congrès pour sanctionner tout État qui discuterait avec la Russie. Les États-Unis sont allés injustement bombarder l'Irak. Opération Tempête du désert, faisant mentir une petite fille qui faisait ses études de théâtre à l'université de Columbia, à New York, la fille de l'ambassadeur du Koweït. Les peuples de la terre se sont rendus compte de l'entourloupe. La deuxième opération, la guerre de l'effroi, qui a été menée contre Saddam Hussein en 2003, illégalement par les États-Unis, avec comme mensonge international brandi par Colin Powell, nous annonçant que l'Irak a l'arme nucléaire. Vous avez vu un jour la Ligue arabe demander aux pays de la terre de ne plus collaborer avec les États-Unis? Au nom de quoi les États-Unis s'octroient ce droit? Sont-ils un peuple divin sur la terre? Les Africains doivent ouvrir les yeux. Notre frère, le capitaine Traoré, ne doit pas trembler. Il ne doit pas se laisser intimider. Les petits fonctionnaires de Washington restent et demeurent des êtres humains au même titre que lui. Ils sont mortels, comme nos parents avaient vu les Français tomber et fuir les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, les Américains ont fui, les États-Unis ont fui devant les bergers d'Afghanistan. N'ayez pas peur. Opposons-leur énergiquement.
une fin de non-recevoir. Cette imposture états-unienne ne devra pas prospérer. Nous devons les stopper dans cette ambition. Mais nous annonçons aux États-Unis, parce qu'ils semblent se prévaloir d'un droit divin qui ne leur a été accordé nulle part. Nous n'avons jamais entendu parler d'une rencontre entre Dieu et Joe Biden. Si cette rencontre a eu lieu, c'était en catimini. Nous n'étions pas informés de cela. Si Dieu l'a investi comme président des humains sur la terre, qu'il nous fasse voir le document qu'il a proclamé dans ce sens. Sinon, il reste un humain comme nous tous. Et à ce titre, nous sommes tous soumis au respect les uns des autres. Tel est le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tel est le sens de la Charte des Nations Unies. Le président Traoré doit prendre ses responsabilités. Et il doit suivre ce que le souverain burkinabé va lui proposer de faire. Si c'est signer un partenariat, et d'ailleurs nous avons vu les résultats positifs dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En RCA. En RCA, le retour à la sécurité. Oui. D'ailleurs, les États-Unis, dans leur rapport de 2018, confirment l'avancée, et même de 2019, les deux rapports de la CIA confirment une avancée notoire en faveur de la sécurité et de la sécurisation du territoire de RCA, avec l'aide de ceux qu'ils appellent l'orchestre Wagner. Si les États-Unis sont eux-mêmes conscients que les Russes ont aidé les Centrafricains à la sécurisation de leur territoire, dans leur rapport, ils ne mentent généralement pas trop. Ils peuvent également reconnaître ce qui se fait actuellement dans le Sahel avec les Maliens. Eh bien, pourquoi les Burkinabés ne le feraient pas? Ont-ils honte? Parce qu'il ne faut pas s'oublier que ça peut être la honte. Les États-Unis étaient au Niger quand les terroristes assaillaient les armées burkinabées, nigériennes et maliennes. Les États-Unis avaient les drones qui appuyaient l'armée française. Peut-être qu'ils ont honte. Qu'ils sont non seulement découverts comme les sponsors avec l'armée française de ces terroristes, comme des faux partenaires qui aident les terroristes, et ils ont honte de voir qu'enfin, il y a un partenaire qui peut aider à la sécurisation du Sahel. Merci. Mais cette honte ne nous concerne pas. Le souverain du Burkina choisira, et ce souverain, c'est le peuple. Ce que le peuple choisit, comme dit l'adage latin, vox populi, vox dei. Merci à vous, Jonathan Bataguin. On rappelle justement qu'il y a ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui est prévu du côté de Dakar au Sénégal les 12 et 13 je pense octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, un sommet extraordinaire convoqué par le président en exercice de cette organisation, le président Sissoko Umaru Embalo. On va aller une fois de plus au standard avec Monsieur Sely. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Madame Sekendoumbe. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de For You. Madame Doumbé, la question que vous posez là aujourd'hui est vraiment cruciale. Pour moi, je dois aller droit au but. D'abord, en définissant ce qu'ont dit les États-Unis, il faut traduire ça aux Africains. Les États-Unis disent laissez les Français avec leur armée sur place et avec leur monnaie. Voilà les deux piliers qui vont rendre la tâche difficile aux Burkinabés comme à tous les pays francophones. De quoi s'agit-il? La France a installé dans nos pays son armée pour nous empêcher d'avoir une armée. Elle a installé sa monnaie pour nous empêcher d'avoir une monnaie. Et tout pays qui ne contourne pas ces deux facteurs-là ne peut pas se relever. Et c'est là où je me rappelle de ce que disait le président Paul Biya: ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Nous tous les Africains, nous savons que les jeunes officiers qui ont pris le pouvoir au Burkina veulent libérer le Burkina. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Ma réponse c'est oui, à une condition: qu'ils enlèvent ces deux béquilles-là, c'est-à-dire installer une vraie armée pour chasser les Français et installer une vraie monnaie pour développer le pays. Parce que l'un entraîne, je veux dire, l'absence de monnaie, l'absence de développement entraîne les troubles.
et la déstabilisation. Et c'est là où je dis, ces dirigeants du Burkina ont un petit avantage, c'est qu'ils ont un parrain à côté qu'on appelle le Mali. Et vous avez vu les Burkinabés défiler avec 3 drapeaux. Le drapeau burkinabé, malien et russe. Le drapeau russe, parce que ça peut leur permettre d'installer une armée qui va chasser cette armée française. Et le Mali, parce que le Mali peut leur montrer comment on a contourné le franc CFA. Parce que, je vous dis, si vous ne comptez que sur les Français, ils vont vous donner des vieilles armes. On a vu Damiba, dans son show à New York, aller parler avec Lavrov. Et le lendemain, les Français ont promis de lui donner quelques vieilles armes. Et ça n'a pas duré avant qu'on le renverse. Donc aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, ils n'ont... Leur seule chance de réussir, c'est de pouvoir le faire. Pas seulement de dire nous voulons le faire. Non, pour pouvoir le faire, je vous dis, il faut... Actuellement, nos économies sont complètement confisquées par la France. Elle contrôle la respiration dans nos pays. Donc pour que le Burkina est le 5e producteur d'or. Donc ça veut dire que le Mali est un excellent exemple pour le Burkina. Donc s'ils mettent la main sur les gisements d'or du pays, ils peuvent utiliser cet argent pour s'armer auprès de la Russie et avec cette armée chasser la France et maintenant créer la nouvelle monnaie qui va permettre aux Burkinabés de respirer. Et c'est un mode opératoire applicable à tous les pays francophones. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame Doumbé Siké. Merci de m'avoir écouté. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Sely. Merci d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur la question débattue ce soir. Je pense que la réalisation va remettre la thématique parce qu'on refait le tour de table pour sortir aussi définitivement de cette émission. Alors, je vais commencer par vous pour sortir, Monsieur Bobo Boris. On l'annonçait tout à l'heure, cette réunion extraordinaire, sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu les 13 et 14 octobre prochains du côté de Dakar au Sénégal. Le président Oumarou Sissoko, le président également de la Guinée-Bissau, en exercice aussi de la CEDEAO, a donc convoqué cette réunion, ce sommet extraordinaire, en raison des dernières actualités du côté du Mali, de la Guinée, mais surtout du côté du Burkina Faso. On se souvient également des paroles de M. Mbalo qui avait parlé tantôt d'une force anti-putschiste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on doit craindre des sanctions de la CEDEAO après ce sommet extraordinaire qui est annoncé? Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il peut y avoir qui vont entrer dans, excusez-moi du mot, un délire pour nous imposer des sanctions. Qui va être quand même difficile, vu la situation en Ukraine où tout le monde, Poutine est en train de montrer au monde entier que économiquement avec le BRICS, il est en train de imposer son dictat pour une diversification et tuer en même temps l'hégémonie états-unienne. Et le Burkina Faso est un pays enclavé et donc on aura accès au port si jamais il y a une sanction de la CEDEAO où ils vont fermer les frontières. On aura accès au port de Conakry, d'Alger et de la Mauritanie par le Mali. Si sanctions il y a, s'ils arrivent à aller à ce niveau. Mais maintenant, c'est comme quand ils ont mis des sanctions contre le Mali. Croyant que c'est le Mali celui qui allait souffrir économiquement, ils ont été obligés de débloquer ces sanctions. Je pense qu'à l'unisson, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry doivent former quand même un bloc pour répondre à toutes les sanctions qui vont être faites à tous les États. Quand M. Ampalo parle de forces anti-putschistes, c'est la malgouvernance qui pousse toujours au putsch. Il faut créer des forces plutôt anti-malgouvernance, clairement. Et là, on ne verra plus de militaires sortis des casernes pour prendre le pouvoir. Donc, la balle est dans leur camp. Et s'ils arrivent à lancer des sanctions contre le Burkina Faso, je pense que nous allons l'assumer avec toute la douleur et se libérer. Comme le disait Sékou Touré, nous préférons la liberté dans la pauvreté que, si je ne me trompe pas, l'opulence dans l'oppression, si je peux le dire ainsi.
Je vous remercie de m'avoir donné ce canal pour m'entretenir avec vous et sur la situation au Burkina. C'est nous qui vous remercions, M. Bobo Boris. Merci beaucoup et bien sûr, hein, je pense que les peuples africains sont également solidaires de cette population du côté du Burkina Faso. Jonathan Batenguene, on sort donc avec vous. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir? Nous retenons. Les États-Unis nous lancent un défi. Pas au Burkina. À l'Afrique. À toute l'Afrique. Parce que ce qui arrive à l'un finira par arriver à l'autre. Et nous disons c'est symbolique. Ils veulent voir si nous allons reculer. La bonne nouvelle dans ce qu'ils ont fait, c'est que la France, c'est fini. C'en est terminé. Les États-Unis ne comptent plus sur la France. Les États-Unis viennent à la rescousse. Fini l'époque où le président français était le gendarme de l'Afrique. Dans le gang, le chef lui-même sort pour taper du poing sur la table. C'est un bon signal, peuple panafricaniste. C'est un bon signal pour nous tous. Donc, nous allons dire à tous les Africains simplement, peut-être que c'est l'heure que nous annoncions depuis toujours. Et comme un bluff peut en cacher un autre, ou un bluff peut cacher une surprise, peuple panafricaniste, tous les leaders panafricanistes, restons vigilants, mobilisons. Nous avons fait tomber la France, soyons prêts à faire tomber les États-Unis. Nous n'avons jamais été de ceux qui provoquent. Nous saurons répondre à la hauteur de ce que les États-Unis vont nous proposer. Si les États-Unis veulent une nouvelle guerre sur le territoire africain, eh bien, qu'ils touchent au Burkina. Tous les Africains, tous les panafricanistes, restons mobilisés. Si les États-Unis veulent nous faire la guerre, alors soyons prêts à leur faire la guerre. Pour l'instant, nous allons réitérer un élément. S'ils croient que l'Ukraine a le droit de choisir ses partenaires, qu'ils répètent cette rhétorique et ce principe dans le cadre du Burkina Faso. Le Burkina a le droit de choisir ses partenaires. Aucun peuple en Afrique ne se fera dicter ses choix stratégiques. Nous sommes des États indépendants, des États libres et des États souverains. Nous sommes fiers et jaloux de notre souveraineté comme le peuple états-unien l'est de la sienne. Nous allons donc à ce titre défendre notre souveraineté à tous les prix. Le peuple du Burkina Faso, restez mobilisés. Dès que vous le pourrez, pour nous-mêmes dès demain, mobilisez encore. Allez passer le message à l'ambassade des États-Unis, comme ça s'est fait avec l'ambassadeur de France. Allez leur passer le message. Non, pas à détruire. Nous avons dit, allez leur passer une manifestation à Ouagadougou devant l'ambassade des États-Unis. Ce sera un très bon signal envoyé aux petits fonctionnaires de Washington. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Merci d'avoir été avec nous, sans oublier bien sûr M. Bobo Boris. Merci aussi à nos téléspectateurs et bien sûr vous tous qui avez participé à cette autre édition. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. C'est la fin du point sur l'actualité sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.